jeudi à 18 h à la Victoire. Ce sera le jeudi 3 décembre. On a le temps. Non, tout à fait. Ce sera le jeudi 3 décembre. Je ne suis pas sûr de reconnaître la personne que nous avons sur l'écran. MacBook Pro, non, on ne connaît pas. Merci de cette présentation. Donc, en fait, l'idée est née en 2018, quand l'éditeur Sileps a sorti un guide, je ne sais pas si vous pouvez le voir, qui est le guide du Paris colonial et des banlieues. C'est une petite brochure qui représentait déjà 150 peut-être personnages qui avaient été honorés par le conseil municipal de Paris à un moment ou à un autre et qui donc ont donné des noms. Et on s'est aperçu du nombre de ceux qui en fait avaient participé à la construction de la France coloniale. Cette idée, il m'a semblé que s'il y avait une ville qui devait renouveler l'opération, c'était bien Bordeaux. Et donc, on a tenu un certain nombre de réunions de façon parfois chaotique, mais parce qu'au départ, peut-être avec une certaine mégalo de ma part, je pensais que peut-être on réussirait l'exploit de réunir à la fois des autorités universitaires, des institutionnels, des associations, des militants. Bon, de fait, c'était effectivement compliqué. Et après diverses opérations, c'est une équipe de personnes qui s'est mise au travail pour faire ce livre. Quelle est l'idée? L'idée, elle est, comme indiqué dans l'introduction, elle est triple. La première, c'est que la France s'est construite comme État moderne au travers du colonialisme, au travers de la construction de l'esclavage, de l'utilisation de l'esclavage, ensuite des différentes phases de la construction de l'Empire français. C'est quelque chose qui est fondamental. Nous citons d'ailleurs dans l'introduction quelqu'un qui viendra l'expliquer très bien à Bordeaux quand les conditions le permettront pour Espace Marx, c'est Alain Beer, qui montre à quel point le capitalisme français, mais aussi le capitalisme européen, s'est construit au travers de l'opération coloniale. L'accumulation primitive du capital n'a été possible que grâce au colonialisme. La deuxième idée, c'est que Bordeaux est pour la France au cœur de cette opération-là. Bordeaux a été l'instrument pour l'État de cette construction du colonialisme. Marx a plutôt tendance à parler de l'Angleterre quand il parle de cette construction du capitalisme. Mais quand on regarde ce qu'est l'histoire de l'Empire français, on voit par exemple comment Colbert, d'une part, va être l'auteur du Code noir, je n'y reviens pas, mais en même temps, c'est à l'époque de Colbert que l'on installe Bordeaux comme le port du colonialisme, comme le port qui va accueillir l'ensemble des productions coloniales. À l'époque, le problème pour Colbert, c'est qu'il n'y avait pas d'argent dans l'État et qu'on ne pouvait pas taxer la noblesse. L'idée de Colbert était d'aller chercher l'argent dans des opérations commerciales en montant de véritables compagnies qui ont été celles que nous connaissons, la Compagnie des Indes, etc. À ce moment-là, c'est Bordeaux qui va se développer. Mais il faut bien le comprendre, ce n'est pas simplement une activité portuaire, c'est en même temps la construction d'une industrie à la fois pour fournir aux Caraïbes
les produits que les Caraïbes ne produisent pas. C'est la farine, c'est le vin, pour prendre des exemples simples. Donc, il va y avoir le développement d'une véritable industrialisation, d'une première industrialisation, et surtout d'une première logique de marché dans cette affaire-là. Et puis, l'accueil des produits coloniaux. La troisième idée du DID, c'est que cette fonction coloniale de Bordeaux a été totalement voulue, mais totalement construite par les élites bordelaises qui en ont été extrêmement fiers. Et on voit comment les noms qui sont donnés dès le 19e à nos rues, nos voies, nos places, consistent à honorer des gens qui ont été au cœur de la construction de cet empire colonial. Alors, on a travaillé de façon parfois chaotique. Je pense que ce guide est très imparfait, que nous comptons beaucoup, je le redirai, sur les lecteurs pour nous permettre d'avoir une deuxième édition meilleure. Et nous pensons que dans le cas où il est déjà un instrument d'éducation populaire à partir de ces noms de rues, de places, etc., et puis des articles que nous avons faits. Alors, comme certains seront peut-être obligés de partir avant la fin, quelques indications. Normalement, le livre devrait être en vente dans les librairies à partir du jeudi 4 juin. Normalement, toutes les librairies qui auront commandé le livre à partir de l'information que l'éditeur leur a donnée devraient pouvoir vendre ce livre à partir du 4 juin. Mais normalement, les associations qui soutiennent le réseau Sortir du colonialisme Gironde, qui est donc le signataire de cet appel, ces associations devraient pouvoir avoir les livres qu'elles ont commandés, une sorte de souscription, dans les jours précédents. Le jeudi 28 mai, à 11 h, nous invitons la presse dans le hall d'Utopia, en respectant la distanciation physique, pour parler comme Édouard Philippe, ou la distanciation sociale, on verra, comme Macron le dit, et nous invitons donc la presse et les médias qui feront l'effort de venir se verront bien sûr remettre un exemplaire de notre guide. Mais on a décidé de faire également l'après-midi même, donc le jeudi 28 mai à 14 h, toujours dans le hall d'Utopia, une invitation aux associations qui pourront d'une part récupérer le livre auquel elles ont souscrit et d'autre part bénéficier d'une présentation du livre, mais aussi de ses avatars. On en parlera peut-être dans l'émission, c'est-à-dire l'existence sur la clé des ondes d'une émission le mercredi à 14 h avec podcast et autres reprises qui s'appelle le Guide du Bordeaux colonial, et avec le site www.bordeaux qui est d'ores et déjà en fonction et qui est plein de ressources, comme vous pourrez le constater. Merci André. Je pense que Jean-François pourrait donner quelques exemples de ce que nous avons trouvé. Donc la parole à Gérard. Jean-François, Meckel. Pardon, Jean-François. Donc tu ouvres ton micro, Jean-François, et puis à toi. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, alors, non, mais je ne vais pas. Donc, il vous faudra lire ce livre. Je ne sais plus, on n'a pas je n'ai pas recensé exactement, mais on est autour de 200 entrées à peu près, quoi, 200, 250 peut-être. André nous le précisera peut-être tout à l'heure. Donc, je vais juste vous donner une idée du contenu. Par exemple, notre fameux maire Chaban, donc le fameux duc d'Aquitaine qui a été le maire de cette ville pendant 30 ans, qui a donné son nom à un pont et à un stade, entre autres. Alors évidemment, il est là, Chaban, au titre de ministre de la Défense nationale du gouvernement Félix Gaillard. C'était donc sa décoration à lui, ça date de février 58.
il avait donné son feu vert au bombardement de Saket Sidi Youssef, un village tunisien, causant la mort de plus de 70 personnes. Et puis le même Chaban, il est durant la guerre d'Algérie à l'origine de la création des fameux centres d'instruction à la pacification et à la contre-guérilla. Hein, on appelle ça aussi des centres de torture qui étaient sous la responsabilité, voire la férule d'un certain Bijard. Et puis, à propos de pont à Bordeaux, ben, on est passé d'un pont à l'autre, on est passé de Chambon à Mitterrand, qu'on n'a pas oublié non plus, hein, pendant la guerre d'Algérie, toujours, Mitterrand, garde des Sceaux, il a laissé partir à la guillotine 45 militants de la lutte pour l'indépendance, sans oublier ensuite le désastreux épisode du Rwanda sous sa présidence. On a tout un chapitre aussi sur les galonnés, mais restons régionaux et citons Bugeaud, ce maréchal natif de notre beau Périgord, qui fut donc le pacificateur de l'Algérie, mais à coup d'enfumage des Arabes, et on connaît assez la manière dont il a mené cette pacification. Et puis, on a aussi traité de façon de la manière dont les scientifiques ont apporté leur caution souvent au colonialisme et au racisme. C'est le cas du Girondin Paul Broca, qui a donné récemment son nom à un centre interrégional ou régional, enfin de la grande région Aquitaine, un centre de recherche important. Paul Broca, qui est l'inventeur de l'anthropométrie crâniale, une théorie qui a copieusement alimenté les idéologies racistes. Et dans la même catégorie, on a aussi, cher à notre ami André, l'omniprésent Paul Bert, qui est un proche de Broca, qui est un des thuriféraires du racialisme qu'il développait, y compris dans ses ouvrages scientifiques pour les élèves des écoles primaires. Et puis, bon, évidemment, je passe sur tous cette grande cohorte de ceux qui se sont enrichis dans le commerce triangulaire et l'esclavage, qui sont évidemment largement présents et très centraux dans ce livre. On n'a pas oublié non plus deux de nos grands M, Montesquieu et Montaigne, qui sont là avec des choses un peu curieuses chez Montaigne, chez Montesquieu, un peu moins grave chez Montaigne. Voilà, c'est un petit panorama de ceux qu'on a épinglés en quelque sorte dans ce guide et qui sont beaucoup plus nombreux. Et donc, je vous renvoie à la lecture assidue de notre ouvrage. Merci. Donc, Gérard? Moi, j'ai côtoyé les militaires. Alors, c'est non pas parce que j'ai des liens particuliers avec ce monde-là, mais il se trouve que, évidemment, quand on fait des recherches, on fait un ouvrage sur la question coloniale, et il faut vraiment aborder la question des militaires qui, eux, sont, à tous les sens du terme, en première ligne. Et alors, donc, et en plus, il se trouve qu'ils sont nombreux, ces militaires gradés, généraux, maréchaux, à qui on a donné des noms alors, ce sont des rues, mais le plus souvent, plus que des rues, des avenues, des boulevards, des places, des quais. Ici à Bordeaux, alors Brazza, Gallieni, Leclerc, Lyautey, tous ces noms sont bien connus. Certains ont un peu moins que des avenues, ont des rues, Gentil, Féderbe, Garnier, Gouraud, Bugeaud, Sarail, etc. Et voilà, mais enfin bon, c'est tout ce personnel qui a rendu possible la colonisation et qui l'a rendu possible par la violence, puisque la plupart d'entre eux, évidemment, sont aux ordres. Alors, on peut dire que pratiquement tous, enfin, sont de toute façon en accord avec les ordres. On n'a pas, dans les recherches, mais je n'ai pas trouvé de généraux, je n'ai pas trouvé de militaires qui refusent d'obéir aux ordres. Au contraire, ils sont tous plutôt zélés, ils sont tous persuadés qu'ils mènent une mission civilisatrice. Ils s'inscrivent tous, au-delà des ordres à accomplir, dans cette idéologie plus globale installée de façon sûre par la République française, mais qui arrive
que l'on voit déjà sous la Restauration et même bien avant. Donc, ils sont persuadés de faire œuvre utile. Alors, parmi eux, alors, il y a des nuances. Et parmi eux, je crois qu'il faut pointer certains qui sont, qu'on pourrait appeler les sabreurs au sens qu'ils utilisent systématiquement la violence. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait les qualifier de criminels de guerre, puisqu'ils sont responsables de destruction de villages, de populations entières. Alors, il y a Bugeaud, hein, que Jean-François vient de citer. Il y en a d'autres, peut-être moins connus. Federme, qui fait un petit peu la même chose que Bugeaud. Bugeaud le faisait en Algérie. Federme, lui, le fait au Sénégal. Et alors, ça passe en particulier par les enfumages, c'est-à-dire une concentration des populations dans des endroits, des grottes en particulier, et puis on les fait périr collectivement, mais il n'y a pas que Bugeaud ou Federme, il y a Gouraud qui mate une révolte arabe en Syrie après la Première Guerre mondiale, il y a Sarrail qui mate une révolte des Druzes en 1925, il y a Mangin qui pendant la Première Guerre mondiale, à la tête des tirailleurs sénégalais, va aussi très largement utiliser sans souci de la vie humaine ces troupes coloniales, un petit peu comme Nivelle. Nivelle le faisait en quelque sorte pour l'armée en général, et Mangin, lui, s'était fait comme une spécialité de le faire pour les tirailleurs sénégalais. Voilà. D'autres, pour parler de nuances, d'autres sont peut-être un peu moins dans cette idée de la violence comme outil unique pour imposer la colonisation. Alors Gallieni, Lyautey sont sur ce mode de pensée. Lyautey davantage que Gallieni. Alors eux, en fait, leur réflexion est simple. Ils se disent, si on doit imposer par une violence très grande la colonisation, il n'y a aucune chance de la faire perdurer, car évidemment, on produit systématiquement des résistances, des révoltes et le refus ensuite de participer au processus colonial. Voilà. D'ailleurs, à propos des révoltes, peut-être que d'autres en parleront, moi, c'est un enseignement de ce travail de recherche, c'est de constater qu'elles ont été très nombreuses, ces révoltes. Parce qu'il y a, je pense, dans l'esprit français, la colonisation banalisée, l'idée que bon, ben, c'était un fait qui aujourd'hui ne pourrait plus se reproduire. C'était comme un fait évident. En fait, dans tout ça, il n'y a aucune évidence. C'est une volonté politique, scientifique, culturelle, militaire, vraiment de s'imposer par la force. Et il y a eu énormément de résistance. Et je pense que ce livre aussi, il est là pour redonner la parole à tous ceux qui ont été exterminés, tous ceux qu'on a empêchés, et qui prouvent, qui témoignent du fait que la colonisation, c'est un système extrêmement contraignant, violent et inadmissible. Voilà, je pense que ce guide, il aide aussi à faire ça, à rappeler que ce n'est pas une période passée, c'est une période qui pourrait se reproduire. En tout cas, les méthodes qu'on a utilisées, ce sont des méthodes que malheureusement, on pourrait revoir apparaître et qui sont des méthodes pas d'un autre siècle, c'est malheureusement l'humanité, les hommes, qui peuvent mettre en place des systèmes aussi destructeurs pour d'autres. Voilà. Après, on verra aussi dans le guide la découverte, en ce qui me concerne, d'un personnage comme Brazza. Brazza, voilà, il est complexe parce qu'il a une sorte de légende dorée. On prétendait que c'était l'ami des Noirs, on prétendait même qu'il était pacifiste, ce qui semble absolument impossible lorsqu'on est militaire. Mais voilà, donc il y a un petit peu tous les degrés dans le monde des militaires, des plus violents à ceux qui, ma foi, ont su faire parler leur intelligence. Il faudra aussi dire qu'il n'y a pas de militaire sans politique, que toutes ces opérations de pacification, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, sont guidées, sont décidées par des politiques. Alors évidemment, il faut revenir sur Jules Ferry, avec son opposition avec Clémenceau. On verra aussi que Clémenceau, au-delà des paroles, au-delà de la condamnation de la colonisation, au travers d'un célèbre discours, quand il est au pouvoir,
n'est pas si anticolonial que ça. On pourrait aussi parler de Painlevé, qui est dans les années 1920, au début des années 20, qui est président du Conseil et qui valide la guerre du Rif, qui est une guerre coloniale absolument terrible. C'est une guerre totale, une guerre où on met tous les moyens pour exterminer la révolte d'Abdelkrim et aussi la révolte des Druzes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de militaire sans politique. Les politiques échafaudant, donnant des ordres et échafaudant tout un système idéologique bien huilé et terrible qui ne laisse aucune chance à tous ceux qui veulent résister. Excuse-moi, je ne t'entends plus, Dominique. Je ne t'entends plus. Il faut que tu passes à quelqu'un d'autre parce que je ne t'entends plus. Dominique, tu as ton, c'est bon, là. micro fermé. On ne t'entend pas. Dominique, tu as coupé ton micro. J'ai coupé mon micro, toutes mes excuses. Donc, OK. Donc, Gérard, je voulais te demander simplement de te présenter en quelques mots. Me présenter moi? Oui, en quelques mots pour dire… D'accord. Voilà, Gérard Clabé, donc moi je suis enseignant, enfin j'étais enseignant, je suis à la retraite depuis 6-8 mois maintenant, une retraite active avec la participation à ce projet et membre aussi du réseau Éducation sans frontières. Et pour moi, quand on est dans l'accompagnement et la défense des familles d'enfants scolarisés, de familles étrangères, pour moi ça a à voir aussi avec tout ce passé colonial français. Il y a comme… une ligne esclavage, colonisation, sans papier, il y a quelque chose qui court et qui demande soit à refaire monter à la surface et qui exige aussi beaucoup d'attention et beaucoup d'accompagnement concernant les sans-papiers aujourd'hui parce qu'ils passent trop souvent à la trappe aussi. Voilà. Merci Gérard. Non, mais c'est très bien. Jean-François, quelques mots, parce que j'ai oublié de vous demander de vous présenter en tout cas. André, on refera la même chose avec André tout à l'heure, mais vas-y Jean-François avant de passer la parole à Bertrand. Enfin, moi j'étais là à titre personnel, mais représentant aussi la revue Ancrage. Et là aussi, comme vient de le dire Gérard, il y a une cohérence. Nous, on travaille sur les métissages, donc aussi sur tous ces gens qui viennent pour beaucoup de ces pays du Sud ou de ces pays qui ont été à un moment ou à un autre victimes de notre expansionnisme. Donc voilà, c'était complètement cohérent aussi avec la revue Ancrage, où on a depuis le tout début, on a publié tous les trimestres donc 2 fiches qu'on retrouve dans le guide. Et j'en profite, puisque j'ai la parole. On vient nous-mêmes, alors la revue Ancrage, de sortir un hors-série intitulé Algérie, avec un S, qui va être aussi bientôt en vente dans toutes les bonnes librairies et qu'on peut aussi commander sur notre site ancrage au singulier.org. Qui est un très très beau document, une très belle réalisation d'une part, et d'autre part, il y a un contenu très très riche avec beaucoup de témoignages de gens de tous les acteurs de cette histoire franco-algérienne. Voilà, c'est un document qui pour nous a pris pas mal de temps, pas mal de travail, et qui mérite que vous y intéressiez. Voilà, merci. Il n'y a pas de souci. C'était la minute de pub. C'est super. Donc la parole à Bertrand Gilardot, mais qui va se présenter lui aussi, évidemment. Bertrand, à toi. Vous m'entendez là? Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Oui, donc Bertrand Gilardot, j'étais enseignant de lettres modernes et j'ai fait le même parcours que Gérard tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'enseigner comme lui depuis 8 mois. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé dans cette aventure. Moi, c'est André qui m'a demandé de venir, j'accepte avec plaisir, bien sûr. Moi, ce qui fait le lien avec le colonialisme, c'est l'engagement syndical que j'ai pu avoir
jusqu'au moment donc, où je suis parti à la retraite, et je crois que le lien est fort entre les engagements syndicaux qu'on peut avoir et puis ce que porte aussi notre souci de lutter contre le colonialisme et toutes ces formes d'oppression des individus. Voilà. Donc moi, je vais vous parler de ce que vous allez pouvoir trouver également dans le guide, autre que les personnages dont Gérard et Jean-François ont fait état. Ce sont des lieux emblématiques, et il en est un qui illustre bien le lien fort qu'il y a entre le colonialisme et Bordeaux. C'est l'école du service de santé des armées, que tout le monde connaît plus sous le nom de santé navale, même si santé navale n'est plus bordelais, bordelaise, puisque maintenant c'est à Lyon qu'on trouve cette école qui perdure toujours, mais elle a été située à Bordeaux pendant plus d'un siècle, puisque c'était en 1890, septembre 1890 qu'elle a ouvert ses portes. Et donc, cette école-là a été dans Bordeaux quelque chose d'important et qui a marqué beaucoup, beaucoup la ville. Les Navalais, comme on les nommait, se promenaient, ont fait un certain nombre de choses importantes sur la ville. Il y avait un lien vraiment important. Et donc, le fait que Bordeaux a bataillé fortement en 1890 pour que cette école s'installe dans ses murs montre qu'il y avait ce lien important entre l'expansion de Bordeaux vers les colonies et puis l'envie d'avoir aussi une institution dans la ville, une institution militaire qui était elle-même fondée dans les colonies. Alors à Santé-Navale a formé un certain nombre de médecins. À Bordeaux, il y en a eu plus de 9000, des médecins, des pharmaciens, et puis pour l'anecdote, 3 dentistes. Ces gens, donc après leur formation, ont été chargés de partir dans les colonies, c'est pour ça qu'on les retrouvait en Asie, en Afrique, dans les Antilles, et ils étaient chargés, on va dire, de porter la bonne parole sanitaire dans toutes les colonies. Alors, ils l'ont fait de façon strictement médicale, notamment en installant des dispensaires, en combattant notamment les endémies, comme le palu, les choses comme ça, maladie du sommeil, mais aussi porter une parole très hygiéniste, très paternaliste, qui était en plus accentuée, on va dire, par une présence forte des missionnaires à côté de ces Navalais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que après les indépendances, on va dire que le service qui représente Santé Navale a maintenu la présence française et la maintient encore, parce qu'aujourd'hui encore, il existe nombre considérable de dispensaires dans les brousses, d'hôpitaux, d'Institut Pasteur qui perdurent. Et cette présence-là, elle est aussi une présence coloniale. Alors, évidemment, on peut aussi dire que quelque part, ça aide à la santé, etc. Mais il n'empêche que là aussi, c'est quand même encore une fois une présence. Alors après, on le voit aussi, cette importance, parce qu'en retour, bon nombre de Navalais ont ramené un certain nombre de pièces artistiques, dont on se demande d'ailleurs comment elles ont été acquises, et puis ils ont fait don de ces différentes objets d'art, notamment dans les expositions ou dans les musées qui se sont succédés au fil du temps, et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il existe à Bordeaux, à la fac que l'on trouve place de la Victoire, il existe un petit musée, le musée ethnographique. Ce musée ethnographique a comme particularité d'avoir un fonds qui est constitué en grande majorité de dons d'anciens Navalais. Voilà, donc question se pose maintenant, bien évidemment, c'est que qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'il y a une restitution qui peut être faite? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, c'est donc là aussi, ces lieux comme Santé Navale, vous le trouverez dans le guide du Bordeaux colonial. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des envies de compléter les interventions que vous avez déjà faites? Éventuellement, André, tu pourrais éventuellement reprendre la parole pour te présenter, même si nous te connaissons bien, mais d'autres ne te connaissent pas forcément. Et comme on a des invités toulousains, ce serait bien qu'ils te connaissent un petit peu. André, c'est endormi. Ma vue à Utopia à Tournefeuille. Je voudrais d'une part ajouter à ce que disait Gérard, il
dit qu'il n'y a pas de généraux qui aient fait des déclarations pacifistes, qui aient été pacifistes, j'ai envie de lui dire, il y a au moins 2 gradés qui ont eu l'occasion de le faire. Je pense à l'amiral Sanguinetti et au général de Bollardière, mais on ne leur a pas donné de rue pour ça. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que souvent, les noms qui ont été donnés n'ont pas été donnés à des gens parce qu'ils étaient des colonialistes, parce qu'ils étaient des esclavagistes, mais parce que soit ils ont, en tant que militaires, participé à d'autres conflits dont on sait que la dimension coloniale n'était pas forcément absente, mais les généraux de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale ont été honorés pour cela et pas officiellement pour les combats coloniaux qu'ils avaient menés dans les décennies précédentes. De même, un certain nombre d'élites bordelaises, de grands patrons, de maires de Bordeaux sont honorés pour avoir fait ruisseler un peu de leur fortune sur la ville alors qu'ils étaient planteurs ou qu'ils avaient participé très directement à l'armement de bateaux pour la traite. Donc, c'est juste cette précision-là que je voulais apporter. Le défaut qui est souvent fait aujourd'hui à ce type de travaux, c'est de dire qu'il faut éviter l'anachronisme. On y répond aussi dans l'introduction. Je crois qu'il faut bien comprendre que au moment même où il y avait cette politique coloniale, elle n'était pas unanime. Gérard a cité le discours de Clémenceau, même si ensuite Clémenceau a tourné kazakh. Il y avait des gens qui défendaient réellement les droits humains. Il y avait des gens qui considéraient cette politique coloniale, esclavagiste, le travail forcé, comme effectivement quelque chose qui était contraire aux principes. On voit qu'il n'était effectivement pas dominant. Mais ça nous renvoie à aujourd'hui. Je suis en train de me demander, par exemple, dans 50 ans, quand on regardera les textes qui expliquent pourquoi la France organise un sommet Afrique-France 2020 à Bordeaux en invitant la France toute seule, les 54 chefs d'État, et que l'on dira dans 50 ans, eh bien, à l'époque, c'était une vision coloniale des rapports avec l'Afrique. Oui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette politique. Il y avait, par exemple, la préparation d'un contre-sommet au sommet Afrique-France. Le corona nous a empêché de faire ce que nous voulons faire. Mais c'est vrai que nous avons un peu accéléré la sortie du DID au moment où nous pensions que ça allait être utile parce qu'il y avait le sommet. Dernier point, je ne voudrais pas qu'on oublie de rendre hommage au travail qui a été fait avant nous. Nous, on prend les choses un peu par le petit bout de la lorgnette à partir du nom des rues, des voies et des places, mais ce dévoilement du rôle de Bordeaux, je pense qui a été un tabou pendant très longtemps. Je pense qu'il faut le dater de 1995, c'est-à-dire quand Éric Sogera a sorti son livre Bordeaux-Port-Névrier. À partir de ce moment-là, il y a eu effectivement rupture dans le tabou. Par exemple, l'association Diversité, animée par Carfa Diallo, a été à l'origine de l'édition de ce livre sur les traces de la traite des Noirs à Bordeaux. Il y a eu d'autres initiatives d'associations. Il y a des parcours que Mémoire et Partage organise pour les parcours de l'esclavage. Et il y a eu un bouger au niveau de la mairie de Bordeaux, mais un bouger qui est pour le moins limité. On a quelques centres, quelques ruelles, quelques morceaux de quais qui sont donnés à des gens pour donner une mémoire non coloniale.
il y a parfois le résultat d'un travail collectif. L'association, pourquoi pas, a réussi à faire donner à un emplacement de cirque rive droite le nom du clown chocolat. C'est une petite victoire, mais on peut discuter de son niveau. Je dirais quand même que par rapport à ces changements qui ont été opérés par la mairie de Bordeaux, et notamment, il faut le noter, par le fait qu'il y a quand même eu depuis 2008 ces salles consacrées au musée à Bordeaux-Port-Négrier, en même temps, pour parler comme l'autre, en même temps, il y a toujours cette réticence. On l'a vu avec la pantalonnade de la dénomination d'une sente pour Frantz Fanon. Il a suffi que quelques rapatriés et quelques fachos montent au créneau pour que Juppé dise qu'il n'y avait pas possibilité de consensus et Frantz Fanon est passé à la trappe. Il y a, au moment de la discussion au conseil municipal, quand Delphine Jamet, conseillère municipale verte, qui est une des constructrices du site internet du DID de Bordeaux Colonial, quand elle a fait remarquer que cette subvention accordée par la mairie au sommet Afrique-France méritait discussion et qu'elle a évoqué le contre-sommet, l'adjoint au maire chargé des relations avec l'Afrique, puisque à Bordeaux, on a un adjoint au maire chargé des relations avec la France-Afrique, a déclaré que le contre-sommet était un contre-sommet de délinquants. Et quand les chercheurs qui se proposaient d'y participer ont demandé des excuses, ils ont été reçus par un silence total. Donc, il y a encore beaucoup à faire et nous espérons que les discussions autour du DID nous feront progresser. Merci André. Juste pour l'anecdote, mais ce n'est pas toujours inintéressant, rappelons qu'un des premiers colloques organisés par Espace Mars Aquitaine Bordeaux-Gironde, justement, a traité, on avait créé un événement autour du 150e anniversaire de la première ou deuxième libération, abolition de l'esclavage. Mais bon, c'était pour... C'était effectivement en 1998. Merci. Donc 150 ans après l'abolition par la Deuxième République. Donc c'était la deuxième, puisque la première avait été opérée par la Convention, mais que Bonaparte avait rétabli l'esclavage officiellement. Dans l'émission que nous faisons, le guide du Bordeaux colonial, tous les mercredis à 14h, émission que nous reprenons en direct dès demain à 14h. Merci Gérard, merci Jean-Pierre. Le 27, nous évoquerons un texte que notre ami Olivier Lecourt-Grandmaison a abordé, a traité sur le plan juridique, c'est-à-dire la manière dont, au-delà de 1948, le Second Empire et la Troisième République ont maintenu l'esclavage en Afrique de façon explicite, en prétendant que l'esclavage de case, comme on disait, c'est-à-dire présenté comme un esclavage de domesticité, n'avait pas les défauts de l'esclavage de traite qui avait été aboli. Donc il y a aussi sur cette Troisième République impériale beaucoup de choses à dire. Merci. François, qui a demandé la parole. Oui. Mais juste, puisqu'on parlait de petits souvenirs, je vais commencer par là. C'est vrai que quand il y a eu l'inauguration des salles au musée consacré à l'esclavagisme et à la traite, on avait organisé à l'époque, je ne me rappelle plus toutes les organisations qui avaient participé, mais une manifestation. Et comme on faisait trop de bruit et qu'il y avait Alliot-Marie, la ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois, à l'intérieur et qu'on dérangeait tout ce beau monde, eh bien, on avait eu droit à une intervention particulièrement musclée de la BAC et des CRS, et des camarades avaient été embarqués au commissariat pour avoir voulu donner un côté militant et rappeler le passé colonial. Alors, juste un mot, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir lire le livre, le guide, en avant-première.
parce que quand j'ai vu la pub sur le site de Sileps, je l'ai commandé par Internet en version papier. Et en même temps, je dis, j'écris dans la revue locale du NPA, on a envie d'en faire évidemment un livre comme ça, on a envie d'en rendre compte. Est-ce que vous pourriez m'en envoyer une version numérique? Ce qu'ils ont fait, et donc j'ai pu le lire. Et d'abord, je vais pas. D'abord, j'ai été surpris par le côté abécédaire nom des rues. Je me suis dit, je vais me faire chier un peu, le côté abécédaire, une rue après l'autre, etc., pour être franc. Et en réalité, je trouve que c'est plutôt bien. Et ça donne, ça donne le sentiment qu'on est vraiment quand même dans un bain, voilà, sans s'en rendre compte, mais on est dans un bain dans la ville de ce passé colonial, de ce passé impérialiste, de toute cette domination, avec effectivement tous ces noms de généraux, de chefs d'État, de lieux, d'intellectuels, etc. Et l'air de rien, les classes dominantes nous imposent leur mémoire, et ils en sont fiers et continuent à afficher tous ces noms sur les rues. Et je trouve que finalement, la démarche d'être partie de ces noms des rues, eh bien, elle est très bien, et ça donne un côté livre militant. André, tout à l'heure, tu employais l'expression éducation populaire, mais effectivement, j'ai trouvé ça effectivement très, très, très bien. On apprend plein de choses. Enfin, voilà, hein. Donc, ça, j'ai trouvé ça utile, positif, et voilà. Et y compris dans plein de détails. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a les grands noms, mais il y a aussi plein de petits détails qui montrent à quel point on est dans ce bain colonial. Après, une petite remarque critique ou interrogative, puisqu'il y a l'équipe qui est là pour en parler. Je trouve quand même qu'il y a un petit angle mort dans l'ouvrage concernant la politique de la gauche qui a pris part donc à cette politique coloniale. Alors, Mitterrand, l'article est très clair, il n'y a pas de souci, Mendes France aussi, mais je trouve quand même qu'il y a, de façon un peu étonnante, quand même quelques oublis. Je pense que la rue Léon Blum aurait permis de discuter du fait, quelque chose qui est assez peu connu, mais que le gouvernement du Front populaire, eh bien, en même temps qu'il y avait les grèves des travailleurs en France, on sait qu'il y a eu des mouvements de grève forts en 1936, et ce gouvernement du Front populaire, eh bien, a réprimé ces grèves comme beaucoup d'autres gouvernements coloniaux. Et ça, ben, je pense que ça mériterait un petit article ça fait partie aussi de l'histoire de ce colonialisme et des gouvernements qui se sont succédés. Et puis, il y a aussi alors, un sujet qui va être plus sensible aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens font référence au CNR, au gouvernement du Conseil national de la résistance. Et effectivement, quand on lit l'article sur De Gaulle, eh bien, est évoqué le massacre de Sétif, Guelma, Kerata, le 8 mai 1945, mais pas un mot sur le fait que dans ce gouvernement, eh bien, il y avait aussi des ministres communistes, des ministres du PCF, et dont Charles Tillon, ministre de l'Aviation et de l'Armement. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas de rue Charles Tillon à Bordeaux, voilà, mais ceci dit, il y avait d'autres ministres comme Torres, Croizat ou Marcel Paul qui faisaient partie de ce gouvernement, et quand même, cette période-là a été extrêmement violente, hein. J'ai cité Sétif également, mais il y a eu Madagascar, il y a eu De Gaulle qui fonde l'Union française pour remplacer l'Empire. Il y a le début de la guerre d'Indochine, là aussi c'est Blum, hein, gouvernement Blum, début de la guerre d'Indochine. Donc là, je pense voilà, il y a un petit angle mort qui m'interroge. Je pense qu'on a quand même, en réalité, ce que ça illustre, cette question-là, c'est le fait que la participation au gouvernement dans un pays impérialiste et colonialiste amène forcément à une caution de ces politiques-là. Et une dernière remarque plus constructive, on va dire, ou je ne sais pas comment le dire, mais il y aurait eu aussi peut-être un autre éclairage à amener.
Alors, c'est quelques éléments qui seront dans l'article que je vais faire sur le livre, pour faire la pub du livre. Mais il y a eu des débats quand même dans le mouvement ouvrier. Et on aurait pu, alors avec bien des ambiguïtés, même y compris chez quelqu'un comme Jaurès, mais il y a quand même eu des militants qui, dès le 19e siècle, André disait, hein, il n'y a pas d'anachronisme parce que ces politiques ont été contestées, etc., effectivement. Et donc, par exemple, la rue Paul Lafargue ou Jules Guesde, ces rues-là, elles auraient permis de dire qu'une partie du mouvement ouvrier a mené une même lutte contre le capitalisme et contre le colonialisme dès la fin des années 1890, avec des motions, avec des textes très clairs, dans la continuité de ce qu'avait pu écrire Marx. Voilà. C'était… voilà. Merci François. Mais écoute, ça veut dire qu'André, il y a du travail à faire hein, pour faire un numéro 2, certainement. Donc je te repasse, tu veux réagir André? Alors attends, soit tu allumes ton micro ou je vais essayer de le retrouver avant toi pour le rallumer. C'est bon. Vas-y André. Alors, je ne veux pas déflorer une décision qui est dans les tuyaux mais qui n'est pas encore officielle. Nous sommes un certain nombre à penser qu'il va falloir deux choses. D'une part, alors ça c'est déjà dans les tuyaux, le site Internet est ouvert, il est ouvert aux critiques, à la critique des erreurs ou à la critique des manques. Donc François, merci pour tes compliments, mais tu n'es pas sorti d'affaire parce qu'il y a une autre idée. C'est ce qu'on appelle entre nous le tome 2, c'est-à-dire l'idée de poursuivre notre travail d'équipe sur des sujets que nous avons sous-estimés ou que nous n'avons pas creusés. Je prendrai 3 exemples. L'histoire du cardinal Donnet qu'a évoqué Jean-François montre que l'archevêque de Bordeaux avait de fait une sorte de magistère sur les Caraïbes. Un travail sur les archives pour montrer comment, de Bordeaux, il y avait ce magistère s'est exercé. Bon, dans le cas du cardinal Donnet, on a retenu, nous, le fait qu'il avait demandé la canonisation de Christophe Colomb. C'était presque pour rire, mais ça montre aussi, vous verrez dans le bouquin, que ce n'est pas un détail folklorique. Le deuxième exemple, c'est on aimerait bien avoir le temps et la possibilité de faire un travail sur le rectorat de Bordeaux. Parce que pendant des décennies, Michel Castin doit en savoir plus que moi là-dessus, le rectorat de Bordeaux avait un magistère qui allait jusqu'aux Antilles. Et souvent, les inspecteurs qui inspectaient aux Antilles étaient les inspecteurs de l'Académie de Bordeaux, l'organisation des examens, etc., etc. Ce rôle-là, il nous semble que ça serait intéressant de l'approfondir. Le troisième sujet, c'est celui que François, qui vient de parler, se voit proposer en direct de travailler. Si nous faisons un tome 2, François, tu es invité, par exemple, à être un des rédacteurs de cet article sur colonialisme et mouvement ouvrier, et nous t'en remercions par avance. Merci. Il y avait Jean-Pierre qui souhaitait intervenir, ou à moins qu'il y ait d'autres réactions par rapport aux questions qui viennent d'être posées par François. Bertrand, Gérard, Jean-François. Donc on continue alors. Jean-Pierre. Jean-Pierre Souriant. Alors, est-ce qu'il est parti? Oui, Ah c'est non. bon. Vas-y, Le vas-y. micro est ouvert. C'est bon. Oui, en fait, c'était une question en fait que j'ai posée d'ailleurs dans le fil de conversation. C'est quel est l'état des lieux, ce que vous connaissez des familles de ces descendantes de ces colonialistes présentes encore sur Bordeaux. Alors, il y en a encore qui ont
des rues, des grandes familles. Mais alors, qu'en est-il de la descendance? Est-ce qu'il n'y en a plus? Est-ce ils ont immigré, enfin, qui ont disparu? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Je n'ai pas entendu, Jean-Pierre. Oui, Est-ce qu'un autre peut répondre? vous avez entendu la question? Moi, non. Ah, mais les autres. Ma question, c'est est-ce qu'il y a encore des familles descendantes de ces colonialistes de cette grande époque à Bordeaux encore, qui vivent encore à Bordeaux? La réponse est oui. Oui, alors, Et d'accord. principalement autour des esclavagistes, disons, Oui, enfin, c'est des ça. commerçants du milieu du commerce. Sinon, les militaires et tout ça, ils sont Oui, d'ailleurs. non, mais je pensais plutôt à ceux-là, oui. Oui, il y a quelques descendants des grandes familles commerçantes Oui. de Bordeaux, bien sûr, oui, oui. Mais bon, ça n'a pas été notre sujet. Je peux ajouter, oui, je peux dire quelque chose. Il y a rue Raz un petit musée qui s'appelle le musée, j'ai pas le livre sous les yeux, un musée des transports maritimes. C'est un musée qui s'est fait, qui a été construit par des descendants ou des responsables d'entreprises coloniales. Les fondateurs sont soit membres de familles, soit des gens qui ont eu des responsabilités. Celui qui m'a fait visiter le musée était un cadre du groupe Bélincé, donc du sucrier. Et c'est un musée assez extraordinaire, je trouve, de fierté pour l'entreprise coloniale que leurs ancêtres ont menée. Ils sont très fiers de ce passé et ils mettent en avant les grandes familles qui, pour les différents grands pays, pour le Sénégal, pour la Nouvelle-Calédonie, ont été les familles porteuses de l'impérialisme français. Ils le font avec une satisfaction tranquille. Et je peux le dire, quand je l'ai visité et que j'ai évoqué la question de l'esclavage, bon, ils ont immédiatement, on peut le nommer, ils considèrent Carfa Diallo comme un des ennemis principaux en disant c'est quand même scandaleux. L'histoire du port de Bordeaux, c'est 2000 ans, et on nous emmerde avec les 2 siècles où il y a eu la traite. Et dans ces 2 siècles où il y a eu la traite, il n'y a que 5% des transports maritimes qui ont été des transports négriers. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, à Bordeaux, on est négrier que si on a armé un bateau pour la traite. Si on n'a fait que du commerce en droiture, si on a fait que aller apporter de la farine, c'est-à-dire si on a fait que vivre du travail des esclaves, mais sans les avoir transportés, on n'est pas des négriers, on est des esclavagistes. Merci. Thérèse Fruchet souhaitait poser une question. Oui, je me pose toujours la question sur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui de nos fameux territoires d'outre-mer? Je pense notamment à la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, bon, sans parler des Antilles. Et c'est tout à l'heure en vous entendant sur l'éducation, sur le magistère, est-ce que aujourd'hui c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours d'actualité que les enfants apprennent nos ancêtres les Gaulois à Mayotte, par exemple? Je ne sais pas. Que pensez-vous de la situation aujourd'hui? Jean-François? Ce que je sais, par exemple, c'est que ça reste d'actualité en Guyane, par exemple.
Oui, je pensais particulièrement à la Guyane, effectivement. Et typiquement, à la Guyane, c'est le même enseignement qu'en Bourgogne ou qu'en Périgord. Ce qui est bon, voilà, type même d'aberration colonialiste, oui. Mais on n'a pas, voilà, c'est un bon angle pour le tome 2 sur lequel il faudra qu'on travaille. Mais on a déjà, je crois que le guide fait plus de 200 pages. Enfin, on était au bout de nos possibilités, y compris en termes de ce qu'on pouvait mettre dedans. Hein. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on a encore envie de travailler parce qu'on a nous-mêmes. Alors, on a fait. André disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un travail d'éducation populaire, mais pour nous, ça a été ça aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un travail de recherche. On a nous-mêmes appris énormément de choses et donc on a encore plein de choses à formuler, à mettre en forme et à rechercher. Donc ça, c'est un des angles tout à fait intéressants pour le tome 2. Merci. Mais je ne peux pas pour le moment vous en dire moi grand-chose de plus. André, peut-être. Alors, André nous a quittés. Oui, dévoiler ce secret, mais selon toute probabilité, plusieurs journées des rencontres Utopia Espace Marx de février 2021 devraient approfondir cette question du colonialisme, et y compris en particulier sur la question des Antilles. J'espère que nous aurons les contributions auxquelles nous sommes en train de travailler pour les obtenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une historienne, Laurence Decoq, qui a fait plusieurs ouvrages sur ces questions-là, et notamment un livre qui s'appelle La classe de l'homme blanc, pour évoquer le contenu ces dernières décennies, de l'évolution du contenu sur la manière dont la question coloniale est abordée. Il y a eu incontestablement des changements. Et je pense que Gérard serait le mieux placé, puisque il vient de mettre fin à sa carrière. Il doit quand même pouvoir nous dire qu'on n'enseigne pas exactement la question coloniale comme il l'a enseigné, comme il était invité à l'enseigner 35 ans plus tôt. Est-ce qu'André, tu pourrais nous parler? Je sais que vous avez eu des débats, mais quelquefois peut-être même un peu sévères. Je pense par exemple à un personnage comme Victor Hugo, qui évidemment a une rue célèbre à Bordeaux, et je pense qu'il doit y avoir une page sur Victor Hugo. Comment faire en sorte d'approcher, je dirais, la dimension colonialiste de Victor Hugo, tout en connaissant son apport un peu singulier, je dirais, à la vie du mouvement ouvrier et de la manière dont il en a parlé? Ce n'est pas un secret. La page consacrée à Victor Hugo doit beaucoup au vice-président d'Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde, Vincent Taconnet, qui serait beaucoup mieux placé que moi pour te répondre. Il y a effectivement, ça c'est un travail qui a commencé et certains dans l'équipe auraient bien envie de le poursuivre, c'est effectivement le rapport des écrivains à la question coloniale. On l'aborde un peu avec Montesquieu, Montaigne, Victor Hugo, mais c'est un travail peut-être plus systématique. Il y a eu des choses dans la littérature, dans les sciences humaines sur ces questions-là. Moi, je me souviens, par exemple, elles sont un peu décalées, mais qu'il y avait eu un livre paru au début des années 70 sur les écrivains face à la commune, où on pouvait découvrir avec surprise à quel point certains écrivains que l'on percevait comme plutôt de gauche, favorables au mouvement social, avaient été terrorisés par la populace de la commune. C'était assez triste. Donc je crois qu'il y a effectivement pas mal de choses à voir sur ces questions-là. Tome 2, mais peut-être que Bertrand, qui a enseigné la littérature, peut nous en dire un mot aussi.
Bertrand, si Oui, rapidement, effectivement, je souscris à ce qu'a dit André. C'est pour le tome 2 quelque chose personnellement qui m'intéresse hein, à traiter, effectivement, de voir comment les écrivains le font. Alors, Victor Hugo, oui, mais d'autres aussi. Hein, la question se pose pour des gens, ben, quelqu'un, par exemple, un écrivain qui traduit bien cette ambivalence, c'est Camus. Hein. Camus, de par son histoire personnelle, de par ce lien qu'il avait avec l'Algérie, s'est retrouvé dans une situation extrêmement ambiguë, à la fois une position humaniste qu'on le connaît, qui l'a amené à s'engager sur un certain nombre de domaines, et puis à refuser, par exemple, refuser que l'Algérie soit indépendante, par exemple. Voilà. Je pense que tous les écrivains, mais ce qui était au-delà des écrivains, on s'en aperçoit également sur des personnes qui sont marquées comme, on va dire, des humanistes, comme des gens qui ont lutté. Prenons l'exemple de Schellcher, par exemple. Schellcher, bon, c'est une icône aux Antilles, à juste titre. C'est quand même lui qui est à l'initiative de l'abrogation de l'esclavage. Or, il faut quand même savoir que lui était tout à fait pour le colonialisme. La preuve, c'est que 3 ans après, il était ministre des colonies. Hein. Donc voilà, on a sur beaucoup, alors les écrivains, c'est encore plus symptomatique parce que ils écrivent et puis souvent il y a effectivement ces histoires qui traitent de la libération, etc. Donc, mais dans pratiquement tous les personnages, même ceux qui a priori sont des personnages, on va dire, humanistes, on a cette ambiguïté. Alors justement, pour prolonger un peu là-dessus, est-ce que vous avez réussi, je dirais, à restituer, comment dire, à faire en sorte que vous n'analysiez pas complètement les personnages, simplement avec nos grilles de lecture enrichies de l'histoire des luttes sociales et de l'évolution, je dirais, du rapport que l'on peut avoir avec la question coloniale, pour avoir un regard sur la période proprement dite et le rapport que ces personnages pouvaient avoir avec les idées dominantes de l'époque et puis la période de l'époque. Je ne sais pas si je suis clair dans mon questionnement. Compliqué comme question. Je crois qu'on a essayé d'éviter les caricatures, mais même sans éviter même en évitant les caricatures, on a quand même des militaires, des bourgeois, des ministres, des politiques qui ont été d'un niveau de cynisme dans la période dans les périodes concernées, assez invraisemblable, assez extraordinaire. Et je crois que, bon, moi j'ai appris bien sûr des choses, mais si on prend par exemple De Gaulle en 1944, Brazzaville, moi, dans ce qu'on m'avait appris, c'était quasiment un discours de décolonisation. Or, et là, le livre vous apportera des éléments, l'article que Olivier Lecourt-Grandmaison a fait sur les manifestations de Sétif et les massacres de Sétif de 1945 que nous avons présenté, que nous allons présenter demain dans l'émission de 14 heures, montre que De Gaulle était un colonialiste conscient et organisé. Et là-dessus, alors je ne reviens pas sur ce qu'a dit François, oui, la gauche, il y a un travail à faire sur le Parti communiste et sur son histoire. Espace Marx, qui nous propose cette visioconférence, en est bien évidemment conscient. Il faut bien se rendre compte que, à partir du moment, bon, le Parti communiste a mené une extraordinaire campagne anticolonialiste pendant la guerre du Rif. À ce moment-là, et sous l'impulsion aussi de l'internationale communiste, cette politique anticoloniale a été extrêmement vigoureuse. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment
où on entre dans la logique des fronts populaires, on entre dans une logique de concession sur cette question coloniale. Et je crois que le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, qui est pratiquement un des premiers articles du Guide, puisque par ordre alphabétique, il est arrivé le 3e, si mes souvenirs sont bons, montre bien comment cette question coloniale était au cœur de la contradiction du mouvement ouvrier et de la gauche. Il lui dit, il y a deux questions qui n'ont jamais été résolues, c'est la question du prolétariat et la question coloniale. Et à partir du moment où le Parti communiste a participé à ce type d'accord, il a été par définition obligé d'être un co-gérant d'une certaine façon de la politique coloniale. Ce qui lui a posé bien sûr des problèmes avec certains de ses adhérents, bien sûr, et aussi en particulier avec les courants communistes qui pouvaient exister dans les pays coloniaux eux-mêmes. Bon, j'ai pris l'exemple d'Aimé Césaire, on pourrait reprendre les rapports difficiles que le Parti communiste français a eu avec le Parti communiste algérien au travers de sa participation au vote des pouvoirs spéciaux à Guy-Mollet en 1956, par exemple. Donc on a toute cette histoire-là, complexe, difficile. Nous avons fait un petit... Nous ne sommes pas des universitaires. Il y a des travaux universitaires sur ces questions. Il y a des livres plus systématiques que celui que nous avons fait. Je pense au livre noir sur le colonialisme qui a été coordonné il y a quelques années. Nous avons fait quelque chose de incontestablement plus modeste, mais nous sommes contents que les questions que vous nous posez montrent que ça va vous donner envie de lire et notre guide, et aussi d'autres ouvrages, dont ceux qui sont cités à la bibliographie, mais aussi ceux que vous trouverez sur le site internet avec les notes de lecture que l'on fera. Si certains envisagent de quitter cette visioconférence, j'en profite pour insister sur ces deux points-là. Nous avons une émission sur la clé des ondes qui peut être écoutée en direct sur internet et qui peut être écoutée en podcast mercredi 14h. Et d'autre part, nous avons un site internet qui est d'ores et déjà actif et sur lequel nous vous invitons à nous poser les questions. Au-delà, une fois que vous aurez eu le livre, vous en aurez de nouvelles questions. Et ce travail qui a été fait par Hélène et Delphine pour permettre un site interactif, il faut qu'il serve parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses encore à dire. Est-ce que parmi les personnes ici présentes, il y a des questions que vous souhaiteriez poser ou des points de vue que vous souhaitez exprimer, y compris par rapport aux questions que André vient de soulever tout à fait, de manière tout à fait positive et intéressante. Je signale au passage d'ailleurs que nous avions beaucoup travaillé sur la question des rapports entre le Parti communiste français, le Parti communiste algérien et toute la période, je dirais, au moment où l'Algérie était traversée par des moments tragiques, où les intellectuels se faisaient assassiner par les militants du FIS. Mais bon, c'est une autre histoire, donc je ne vais pas continuer sur ce terrain-là ce soir. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que parmi les participants au livre, il y a d'autres points de vue que vous souhaitez exprimer? N'hésitez pas. Hein. Gérard Climbé qui veut parler. Oui, allez-y, Guylaine. Oui, bonjour et merci. Moi, c'était, alors je ne veux pas revenir sur les débats, je pense qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la position d'un certain nombre de gens, y compris dans le camp progressiste par rapport à la colonisation. Et juste quand même, on insiste par rapport à ce qu'a dit André quand il dit qu'il y avait deux angles morts, le prolétariat et la colonisation. Non, il y a aussi la question des femmes. Mais bon, je passerai là-dessus. Et par contre, je me disais en vous écoutant qu'effectivement, André a parlé de petit bout de la lorgnette. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une façon très pratique et concrète de rentrer dans l'histoire de la colonisation dans une ville, Bordeaux, qui a eu un rôle important.
Et comme je suis enseignante et prof d'histoire, je me disais que ça serait sûrement très intéressant de pouvoir proposer un parcours à partir du guide. Si peut-être si ça pouvait être fait ça sur le site, je pense que ça serait tout à fait utile pour des enseignants qui pourraient emmener leurs élèves dans les rues de Bordeaux en utilisant ce guide, parce que vraiment ça doit être une façon bien concrète et intéressante de les faire un peu toucher du doigt, si j'ose dire, ce qu'a été la réalité aussi de la colonisation. Voilà, merci. Merci Guylaine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire part, y compris de leur ressenti par rapport à la soirée? Vous êtes tous contents, contentes, vous allez partir avec l'envie d'acheter le livre. Jean-François, tu souhaites intervenir? Allume ton micro. Ton micro Je crois était... que c'est Gérard qui veut parler. Peut-être que tu ne le vois pas, Dominique, mais pardon, on le voit lever la main depuis un moment. Je disais, Gérard, levez le doigt, voilà. Ok, mais Gérard, alors. Ouvre ton micro, Gérard. Hein. Vous pouvez le faire, vous, directement, hein, aussi. Depuis le début, hein? Oui, oui. Ah bon, mais c'est bon là, alors tu m'entends là? Ah oui, je viens de là. D'accord. Oui, bon, par rapport à l'intervention de la dame sur, que je ne connais pas en fait la personne, sur la colonisation aujourd'hui, sur les départements, il se trouve que dans l'émission de radio du mercredi à 14 heures, on a des invités régulièrement. Et parmi les derniers invités, le centre de l'émission, c'était sur la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que cette émission, ça permet aussi de poursuivre tout ce travail presque de référence désormais, qui est le guide papier pour nous. Et c'est clair, la Nouvelle-Calédonie, c'est un espace colonisé. C'est même l'ONU reconnaît tout à fait officiellement. C'est un espace à décoloniser. La France s'est même engagée à le faire, sauf que évidemment, on traîne les pieds, on emploie des méthodes incroyables pour que cette décolonisation ne se fasse pas. Une autre intervenante à propos des femmes, eh ben, il faut savoir que toujours sur cette émission radio, nous allons prochainement faire des présentations des chansons coloniales de 1900 à la Seconde Guerre mondiale. Et on verra que malheureusement, dans les thèmes de ces chansons, qui sont certaines vraiment au ras du sol, insupportables, beaucoup parmi ces chansons ont pour thème les femmes. Et les femmes dans l'espace colonial qui sont méprisées, le corps de la femme qui est instrumentalisé. C'est voilà, pour rappeler qu'il y a aussi cette émission qui est une extension, qui est un complément toutes les semaines au guide, parce qu'en effet, on n'a sans doute pas pu tout aborder. Et c'est de toute façon regrettable. Et je confirme ce que disait André. Hein, il faut tout ce que vous dites nous est très utile. Et il faut poursuivre parce que le système colonial est complexe, d'une très grande complexité. C'est un système cohérent. Et je pense que ça mérite davantage de travail, davantage d'efforts pour essayer d'en percer les secrets et puis de ramener tout ça à la surface pour que ça ne soit pas oublié. Merci Gérard. Jean-François? Non. Juste peut-être un mot sur si je me souviens bien, sur l'histoire des parcours. Alors, c'est pas dans le guide, il est déjà assez copieux, mais il n'est pas exclu, on me corrigera si je dis des bêtises, qui n'est pas exclu non plus, que ça soit sur le site et que voilà, on fasse quelque chose de cet ordre-là plus tard sur le site. Mais disons que le travail sur le guide nous a bien occupés dans l'immédiat et qu'on n'en est pas encore là. Voilà. C'est une possibilité. Okay. Juste pour confirmer ce que dit Jean-François, c'est effectivement prévu qu'il y ait sur le site des itinéraires, des parcours qu'il soit possible de faire. Et l'association, pourquoi pas, va en proposer d'ailleurs par rapport à ce qu'ils font déjà sur
ou chocolat par exemple, ou Flora Trista, ils vont également, l'association va également proposer un parcours qui va être fait à partir des rues qu'on va retrouver sur le site. Donc ça, c'est prévu. Très bien. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une souhaite prolonger la soirée, soit par une question, soit par un commentaire? Donc, apparemment, je pense qu'on a vécu une soirée qui, à mon avis, sera présente évidemment sur le site d'Espace Marx dès demain. Et je pense que la soirée sera utilisée aussi par la Télézonde, qui a souhaité pouvoir utiliser ce documentaire de ce soir. Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour avoir envie de revisiter le Bordeaux colonial et puis d'avoir effectivement une première approche qui peut-être donnera envie d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse et la connaissance de ce qu'a été cette période du développement du capitalisme et de sa mondialisation. On s'arrête là? Écoutez, je vous remercie à tous et à toutes de votre participation. Merci à toutes les contributions de ce soir. Je crois que tout le monde a apprécié, hein, vu les commentaires que je vois sur le chat. Et donc, peut-être à une prochaine rencontre, si vous le jugez utile, autour du livre ou autour d'ailleurs d'autres initiatives et d'autres questions à approfondir. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite, je souhaite au livre longue vie d'abord. Première des choses, on va tous s'attacher à le faire connaître et à le mettre à disposition du plus grand nombre. Donc, bon courage pour l'émission de demain, à ceux qui y participent, et bon courage pour tous et toutes, et à bientôt. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. Dominique, oui. Si, tu me diras comment on fait pour récupérer le son pour que je puisse faire un montage pour demain? Il faut attendre un petit peu, c'est ça? Eh bien oui, le temps que je le récupère, que je le fasse normaliser, et puis après je te l'envoie, et puis après, enfin je te l'envoie. Je vais le mettre à disposition sur le site, et après tu regardes ce que tu peux en faire. À quelle heure tu vas le mettre? Je vais le faire très vite là. Bon, très bien. Ok. À bientôt. Ciao, merci.